Citoyennes, citoyens, bonjour. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le 6e vol du Starship et partager quelques informations et images croustillantes pour la suite du programme. On va s'intéresser à quelques évolutions importantes pour les fusées européennes. Puis on découvrira la première image en gros plan d'une étoile située en dehors de la Voie lactée. Allez, c'est parti, générique. Bienvenue dans DNDE, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. Il y a une semaine, SpaceX nous a offert un spectacle dont on ne pourra jamais se lasser. Le lanceur géant Starship Super Heavy a réalisé son 6e vol de test. Une semaine plus tard, je pense que vous connaissez tous le résultat. Il est contrasté. Super Heavy a réalisé un début de mission impeccable jusqu'à la séparation et au retour vers le pas de tir. Seulement, on a entendu le directeur de vol signaler l'abandon de la tentative de récupération pour imposer dans le golfe du Mexique. On sait dorénavant que c'est suite à un problème de communication entre la tour de lancement et le booster que cette décision a été prise. Sur certaines images, on voit une antenne radio endommagée en haut de la tour de lancement. C'est peut-être elle la responsable. SpaceX a en tout cas une piste sur ce qu'il faut améliorer, la résilience des télécommunications. D'après Elon Musk, le rattrapage du booster par Mechazilia aurait probablement fonctionné. La décision d'aller se poser en mer a été effectuée par principe de précaution. Une fois posé dans l'eau, le booster Super Heavy a basculé et explosé. Mais cela n'a pas suffi à le détruire. Il est resté à flot pendant longtemps et certaines vidéos semblent montrer des tirs sur la structure avec un gros calibre pour finalement l'envoyer au fond des eaux. Côté Starship, ça s'est mieux passé, je dirais même mieux que prévu. Pendant tout le cast, SpaceX a répété que ce Starship était moins protégé que le précédent, et qu'il y avait de grandes chances qu'il soit détruit avant son atterrissage final. Il a d'abord marqué les points en effectuant un court allumage de Raptor dans l'espace, puis il est descendu selon une nouvelle trajectoire qu'il a vu annuler toute sa vitesse horizontale à une quinzaine de kilomètres d'altitude, pour finir sa chute sur le ventre avant un dernier basculement et réallumage des moteurs pour imposer en douceur. Même les équipes de SpaceX semblaient surprises que ça se passe aussi bien, avec un profil de rentrée atmosphérique plus agressif et moins de protection thermique. Ce résultat a l'air de faire cogiter sur la meilleure solution pour la protection thermique du vaisseau. Le lendemain du vol sur X, on a même vu Elon Musk ressortir l'idée d'un système de protection par transpiration, qui évacuerait la chaleur en évaporant un fluide. C'était l'idée originale qui nous avait été présentée avec le Starship, avant que les tuiles thermiques traditionnelles ne reprennent le dessus. Au vu du bon comportement de l'acier nu lors d'une rentrée atmosphérique, on en entendra peut-être reparler. Le vaisseau va donc continuer à évoluer et même à se spécialiser dans différentes versions. À ce sujet, on a de nouveaux visuels du Starship HLS, la version lunaire qui doit servir pour Artemis. SpaceX les a communiqués pendant le vol et on peut prendre un peu de temps pour les analyser. Il nous montre un vaisseau tout blanc doté de très nombreuses petites fenêtres. On semble ainsi discerner 4 étages dans la structure pressurisée. De quoi faire tenir un cockpit, des lieux de vie, un laboratoire et du stockage pour des expériences ou du matériel. Les vaisseaux s'appuient sur 4 pieds et disposent d'un anneau de moteur supplémentaire, juste sous la coiffe. On imagine que c'est lui qui doit réaliser les derniers mètres de l'atterrissage et les premiers mètres du redécollage, histoire de ne pas allumer les Raptors à fleur de régolithe. Je remarque l'absence des panneaux solaires qu'on avait sur la version précédente, ce qui semble vouloir dire qu'ils sont déployables via les petites trappes blanches de part et d'autre de l'ascenseur. On avait d'ailleurs déjà vu il y a un an des représentations qui nous les montraient en fonctionnement dans l'espace et sur la Lune. Un ingénieur de SpaceX a également partagé cette photo qui nous montre un prototype d'héli qu'on pourrait trouver à l'intérieur du Starship lunaire. C'est grand et toujours dans un design minimaliste, le style Dragon devrait donc perdurer.
Avant d'en arriver là, la campagne de test va continuer. Le prochain vol sera le numéro 7 et ce sera le premier à faire appel à un Starship V2, plus grand, avec de plus gros réservoirs et donc plus capable. D'après Elon Musk, le vol encore d'après le 8 donc pourrait signer la première tentative de récupérer un Starship via Mekazilia. Si on ajoute à ça les essais de ravitaillement orbital que la NASA nous a promis, on ne va pas s'ennuyer en 2025. Le Starship V2 devrait avoir une vie assez courte, puisque la V3, encore plus grande, est envisagée dès la fin de l'année prochaine. Bon, il y a peut-être un peu trop d'optimisme dans cette date. Quoi qu'il en soit, l'industrie commence à croire à la promesse de ce vaisseau complètement fou. Lunar Outpost, un des 3 acteurs qui travaillent sur des nouveaux rovers lunaires pour la NASA, vient d'annoncer qu'il avait choisi le Starship pour leur lancement. On peut raisonnablement s'attendre à ce que ce genre d'annonce se multiplie en orbite basse et au-delà. En Europe, on suit le développement de ce projet fou et on commence à chercher des réponses. La semaine dernière, on vous a parlé des résultats de l'étude Protéine qui a permis de développer 2 propositions pour des lanceurs super lourds, de classe 100 tonnes. Voilà quelques jours, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, a publié un autre appel à propositions, cette fois pour des lanceurs de classe 60 tonnes et réutilisables. Le but est de pouvoir soutenir de nouvelles activités spatiales, dont les méga-constellations, l'exploration du système solaire et peut-être de nouveaux usages. On sait que l'Europe s'intéresse à la production d'électricité en orbite terrestre pour un transfert sans fil au bénéfice de la Terre. Si cette application voit le jour, il lui faut des capacités de lancement conséquentes. Bien entendu, cela reste pour le moment dans le domaine de l'étude. L'ESA semble vouloir d'abord raffiner ses attentes en ciblant de plus en plus précisément les capacités voulues. Un véritable contrat de développement suivra éventuellement dans les années qui viennent. Plus qu'un successeur à Ariane 6, un lanceur super lourd signerait certainement la fin de la lignée Ariane. Il effacerait tous les besoins liés aux fusées actuelles pour offrir un coût de lancement bien plus bas, combiné à une flotte de remorqueurs ou de ravitaillement orbital pour atteindre les orbites les plus hautes. On va donc suivre de près ces études pour voir si elles peuvent nous faire deviner à quoi va ressembler le futur du spatial européen. L'ESA n'oublie pas l'autre extrémité du segment et continue de financer le développement tout à fait actif de nombreux micro-lanceurs sur le continent. Dernièrement, ce sont Isar Aerospace, RFA, iImpulse et Orbex qui ont été récompensés. 3 entreprises allemandes et une britannique qui vont se partager 44 millions d'euros. Elles travaillent toutes sur des micro-lanceurs de plus ou moins forte capacité. Et certaines d'entre elles envisagent un premier tir dans les mois qui viennent. Un éventuel succès permettra enfin de lancer le New Space européen de manière concrète. Bien entendu, on espère que nos poulains français suivront assez rapidement. Au milieu de la compétition, on trouve aussi de la collaboration. Et c'est Latitude et Atmos qui nous le démontrent de part et d'autre du Rhin. Les 2 entreprises viennent de signer un contrat pour mener au moins 5 lancements entre 2028 et 2032. Atmos développe une capsule de rentrée atmosphérique qui exploite un bouclier gonflable. Ils vont tester un premier prototype en début d'année prochaine. Si vous l'ignorez, vous avez une place sur ce vol puisqu'Atmos nous a demandé de designer la plaque qui se trouvera au dos de la capsule. Elle est gravée et prête à décoller et on a hâte de suivre ses aventures dans l'espace. À partir de 2028, Atmos basculera sur un lanceur européen et c'est donc la fusée Zephyr de Latitude qui a été choisie. Capable d'envoyer jusqu'à 200 kg en orbite basse, elle pourra effectuer des missions dédiées à Atmos, et donc propulser les capsules sur des orbites précises. Cela devrait notamment faciliter les efforts de récupération. Il est plus simple de choisir où on va faire rentrer une capsule lorsqu'on choisit son orbite, plutôt que lorsqu'on se retrouve sur un vol rideshare comme ce sera le cas pour la première mission Atmos. Espérons donc qu'on verra de nombreuses collaborations de ce type, charge utile européenne sur lanceurs européens. Dans les années qui viennent, l'Europe va également voir émerger ses premiers lanceurs partiellement réutilisables, façon Falcon 9. Maya, une filiale d'Ariane Group, travaille sur un lanceur homonyme qui doit prendre les airs d'ici 1 an ou 2. Il exploitera le moteur Prometheus au méthane, qu'on retrouve également sur un prototype attendu depuis longtemps, Themis. On avait presque oublié ce dernier tant les nouvelles étaient éparses ces derniers temps. Mais ce n'est pas le cas de l'ESA, qui vient même de gratifier le projet d'un financement très conséquent, 230 millions d'euros, qui vont permettre de fabriquer un second démonstrateur, d'améliorer le moteur Prometheus et de rénover les installations au sol. Un investissement très important pour ce qui n'est, après tout, qu'un prototype,
qui n'est pas voué à mener des missions orbitales. Bien sûr, une partie de ces développements bénéficieront à Maya, notamment sur le moteur, mais on est un peu surpris de voir de telles sommes débloquées pour un démonstrateur, alors que les entreprises du New Space du continent ont du mal à se financer. Bref, on attend de voir l'aventure Themis Maya arriver à maturité, si possible avec de belles images. De belles images, vous pouvez en faire toutes les nuits claires en observant le ciel étoilé. Chaque point lumineux que vous voyez est le soleil d'un système probablement avec son cortège de planètes. Toutes les étoiles que vous pouvez voir appartiennent à la Voie lactée, notre galaxie. Il est tout bonnement impossible de voir des étoiles individuelles d'autres galaxies à l'œil nu, ou avec du matériel amateur. En revanche, quand on passe sur les gros observatoires, il devient jouable d'observer des étoiles qui se trouvent dans d'autres galaxies, particulièrement proches de nous. La Voie lactée est une grande galaxie spirale qui est entourée d'un cortège de galaxies naines. On en compte plusieurs dizaines qui évoluent jusqu'à 1,5 million d'années-lumière de distance. Elles comportent quelques milliards d'étoiles tout au plus et sont suffisamment proches pour que certaines de leurs étoiles puissent être observées individuellement. Depuis quelques décennies, c'est le cas pour WOH G64, une supergéante rouge qui se trouve dans le Grand Nuage de Magellan, la plus grande galaxie naine dans le voisinage de la Voie lactée. Elle a été découverte dans les années 70 et occupe depuis le haut des classements. C'est une des étoiles les plus grandes et massives qui soit connue. Elle se situe à 160 000 années-lumière de nous, plus loin que n'importe quelle étoile de la Voie lactée. Voilà quelques jours, des équipes travaillant sur le VLTI, le plus grand interféromètre optique de l'ESO, ont publié cette photo qui constitue le premier plan rapproché d'une étoile extragalactique. C'est une première assez extraordinaire. On peut enfin voir une étoile lointaine située dans une autre galaxie avec un peu plus de détails qu'un simple point lumineux. Le processus qui est en plus révélé est fascinant. WOH G64 est en effet une étoile qui est en train d'arriver au bout de sa vie. Comme toutes les étoiles très massives, elle fusionne son hydrogène à une vitesse phénoménale. Un destin de supernova l'attend dans un avenir tout proche, à l'échelle cosmologique. On voit ici très clairement qu'elle est dans une phase où elle expulse ses couches externes par vagues successives. La luminosité de l'étoile semble également avoir diminué au cours des 10 dernières années, ce qui pourrait correspondre à une émission massive de poussière. Les astronomes notent la forme allongée des émissions. Elle ressemble plus à un ovale qu'à un rond. Cela a déjà été observé sur d'autres supergéantes rouges dans la Voie lactée. Cela pourrait être dû à des interactions avec un compagnon qui reste ici invisible, ou à la dynamique propre de l'étoile. Toute cette poussière rend cependant l'étoile de plus en plus difficile à observer. Les équipes du VLTI espèrent pouvoir continuer à la suivre dans les années et les décennies qui viennent. WOH G64 offre un exemple parfait de la phase qui précède immédiatement une supernova à effondrement de cœur. Pour y parvenir, ils vont pouvoir s'appuyer sur de nouveaux instruments, tels que Gravity+, qui doit entrer en service en 2026. Il permettra, comme son grand frère Gravity, de combiner la lumière des 4 télescopes du VLT pour obtenir un pouvoir de résolution bien supérieur à ceux dont ils sont capables individuellement. Il bénéficiera cependant de nouveaux systèmes d'optique adaptative pour corriger les déformations du front d'onde lumineux lorsque ce dernier traversera l'atmosphère. Et qui sait, on aura peut-être alors des images encore meilleures d'une étoile sur le point de se transformer en supernova. Il y a bien sûr d'autres candidates à l'intérieur même de la Voie lactée. Plusieurs étoiles sont surveillées de près car elles pourraient exploser d'un instant à l'autre. Le moment exact de leur mort est difficile à prédire et cela pourrait prendre 6 mois comme 10 000 ans. La candidate la plus dangereuse pour le système solaire est actuellement Ika Pégasi. C'est une étoile double qui se trouve à 150 années-lumière de nous. Elle est candidate pour une supernova de type 1A. Dans ces dernières, une naine blanche vole de la matière à une étoile compagnon jusqu'à atteindre une masse critique qui déclenche une gigantesque explosion thermonucléaire. Ika Pégasi est probablement assez lointaine pour nous éviter les effets les plus néfastes qu'une supernova peut apporter à son environnement. Les supernovas de type 1A sont cependant considérées comme les plus dangereuses, car leurs étoiles parentes ne sont pas spécialement brillantes et ne peuvent donc pas être découvertes à temps. Espérons donc que les prochaines supernovas visibles auront lieu dans un autre secteur de la Voie lactée,
voire en dehors de notre galaxie, comme dans le grand nuage de Magellan. Ce serait pour nous l'occasion de voir un nouveau spectacle dans le ciel, sans les dangers qui sont associés à son environnement proche. Et nous voici arrivés au bout de cet épisode de Dernières Nouvelles des Étoiles. L'émission continue en live jeudi à 10h avec Maxime. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. Nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi pour un nouveau dossier de l'espace. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.